Et Europe 1, il est 8h15. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le père Patrick Desbois, conseiller auprès du Vatican et du cardinal André XXIII et auteur de La Fabrique des terroristes aux éditions Fayard. Et il dit la vérité, lui. Voici quelques années ici même, vous aviez révélé la Shoah par balle. Ces juifs assassinés un à un et en masse dans les forêts de l'Ukraine. Aujourd'hui, Daesh, qui tue, qui fabrique des terroristes pour frapper un jour en Europe. Soyez le bienvenu, vraiment. Père Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Vous révélez les secrets de Daesh de votre part. Je peux dire que c'est un appel au secours. Oui, c'est un appel au secours. Avec Nastasie Costel, on a interviewé plus de 110 personnes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, et chacun nous révèle ce qui lui est arrivé. Les personnes âgées servent de bouclier humain. Les jeunes filles, lorsque l'on a vérifié leur virginité, sont vendues en gros, puis petit à petit à des combattants. Les plus jolies à des chefs. Et les jeunes enfants. Vous avez fait 6 voyages dans les camps de réfugiés yazidis au Kurdistan, près des frontières de la Syrie et de la Turquie, et vous avez appliqué votre méthode. Mais vous dites d'abord que Daesh, l'État islamique, commet tout près de nous, à 5 heures de nous, un génocide. Oui, il commet un génocide que l'on peut connaître par n'importe quel Facebook, puisqu'ils sont les spécialistes des vidéos, je dirais, et ils exportent ce qu'ils font au jour le jour. C'est un génocide en plein jour. En 1942, on pouvait dire on savait pas. En 2016, on pouvait dire on n'a rien fait. Alors, quelle est la méthode du Père Desbois ? La méthode, c'est d'interviewer là-bas, avec mon équipe, des gens qui ont été libérés de moins de 30 jours. Je me souviens de cette femme, elle avait été achetée par un juge islamique, qui s'appelle Abou Gendar. Donc tous les jours, elle devait aller dans des différentes prisons et assister aux tortures que son mari exerçait. Elle a vu 175 décapitations dans une seule ville faites par son mari. Et le soir, elle rentrait en pleine nuit, elle repartait le lendemain matin. Elle se souvient de toutes les prisons, de tous les camps d'entraînement, des marches d'escalier, des clés. Donc vous les écoutez ? On les écoute et on les filme. Les entretiens sont en général longs. Elle était interviewée plus de 8 heures. Et vos témoins, pourquoi ils sortent à peine des griffes de Daesh ? Parce que la famille a pu les racheter. La famille, parfois, doit donner 15 000 $ pour acheter un garçon et 25 000 $ pour acheter une fille. Les familles qui vivent dans des camps de réfugiés. Comment vous savez qu'ils vous racontent la vérité, Père Desbois ? Parce qu'on croise les témoignages. Lorsqu'on interviewe une fille qui est à un endroit, on interviewe une deuxième et une troisième. Et puis, lorsqu'une ville est libérée, on se rend sur place et on découvre et les fosses communes et les endroits d'incarcération. Alors, à partir de leurs témoignages, vous décrivez comment Daesh procède quand il entre dans une ville ou un village. Oui, il entoure un village, il leur dit on va rien faire. Convertissez-vous à l'islam, mettez un drapeau blanc, allez à l'administration, comme il faisait pour les juifs. Et à l'administration, on les sépare immédiatement. Les bébés sont arrachés et sont donnés à des familles islamistes, ils vont disparaître. Un médecin vient, il vérifie la puberté des garçons. Un vrai médecin ? Toujours des médecins, partout des médecins. Des médecins Daesh. Des médecins Daesh vérifient que le garçon est pubère. Si le garçon est pubère, il est fusillé avec les hommes. S'il n'est pas pubère, il sera envoyé dans les camps d'entraînement. Un médecin femme vérifie la virginité des filles. Si les filles sont vierges, elles vont être emmenées dans des prisons, puis vendues par des grossistes, puis vendues isolément. Et les plus jolies sont choisies par les chefs, par les walis, qui eux vont les transformer en épouses. Et tout de suite, les familles sont séparées. Disloquées. Disloquées. C'est-à-dire, et vous racontez au tout début, les hommes au rez-de-chaussée, les femmes au premier étage, oui. les femmes relativement âgées, tout de suite fusillées, exécutées. Tout de suite fusillées. Oui, et alors un jeune survivant, par miracle, vous appelez Lawin, vous a raconté 6 balles, 5 dans le dos, 1 dans la nuque, et il survit. Qu'est-ce qu'il voit ? Il se rappelle qu'il a été emmené avec les hommes et que c'est un voisin en plus qui filmait avec son petit téléphone parce que tout est filmé et que la dernière balle, la 6e balle, lui a été donnée par son voisin. Ils disent tous aussi qu'ils ont d'abord été, je dirais, tués et assaillis par les voisins. Il n'y a pas de génocide sans voisin. Le pire, c'est ce qui arrive aux jeunes filles. Oui, le pire, c'est ce qui arrive aux jeunes filles. Et dans mon livre, j'ai voulu montrer, je dirais, que les jeunes filles connaissent un sort absolument terrible. Une jeune fille, elle a été donc prostituée de force dans des bordels à Mossoul, 3 fois de suite dans des hôtels. Vous dites, il y a des bordels à Mossoul ? Il y a des bordels à Mossoul. Des bordels qui stabilisent les combattants, des petits cafétérias où ils ont droit de boire du thé gratuitement et avoir les filles au premier étage. Elle a été prostituée 3 fois de suite par 3 personnes différentes, des gens assez âgés. Ses clients venaient de tout pays. Elle se souvient d'Allemands, de Français, d'Australiens. Des Français aussi. Des Français aussi. Et puis elle était achetée par un 4e qui lui a dit « Moi, je te prostitue pas ». Et il l'a fait travailler dans un garage pour préparer des voitures pour kamikazes. Et vous dites qu'elles sont droguées pour être violées. Oui, les drogues sont partout. Drogue dans les prisons, drogue des enfants pour qu'ils se battent. La drogue est partout. Les médecins et la drogue sont partout. Vous choquez peut-être, vous êtes sûr de ce que vous dites ? Oui.
Oui, on a croisé les témoignages, plus de 110 personnes, je dirais, alors, c'est une évidence. Que font-ils des enfants de 8 à 12 ans? Parce qu'ils les kidnappent, ceux-là. Oui, ces enfants sont emmenés dans des camps d'entraînement très mobiles qui bougent dès qu'un drone arrive. Il y a 3 genres de commandos. Il y a les commandos qui se préparent à attaquer les maisons avec des kalachnikovs. Il y a les commandos qui se font kamikazes, je veux dire. Et puis, il y a des commandos qui, eux, vont apprendre à mettre des bombes. J'ai interviewé un enfant de 10 ans qui a mis des bombes pendant 50 jours, sous la contrainte, avec d'autres dans une ville chiite. Et vous dites que dans ces camps spéciaux, ils sont drogués, ils sont formés à tuer. Oui, on leur force à parler que arabe, on leur change leur prénom, on leur change leur identité. Certains, quand ils reviennent, ne savent même plus qu'ils sont yazidis. Ils croient qu'ils sont terroristes. C'est ce que j'ai Et vous dites, si on en fait des kamikazes ou des bombes humaines, est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient être ces gamins de 8-12 ans, quand ils ont grandi et formés dans ces camps, et qui pourraient venir frapper en Europe? Sans avoir grandi, les meilleurs sont sélectionnés régulièrement dans les camps et les chefs des camps disent on les envoie à l'étranger. On ne sait pas si l'étranger c'est la Syrie, la Libye ou la Tunisie ou bien si c'est l'Europe. Alors vous disiez tout à l'heure, Père Desbois, que les chefs se réservent les plus belles, comme celle que vous appelez Avin, décide à s'en sortir coûte que coûte. Elle va devenir la compagne d'un chef de Daesh et elle assistera à tout. Oui, elle assistera à tout. Elle a dit, je n'ai plus rien à craindre. Et il faisait donc des tortures dans les prisons. Elle explique l'électricité, puis l'eau, puis le fait d'être frappé. Je dis, mais pourquoi on les torturait? Parce que quelqu'un avait fumé, parce qu'une femme avait oublié de s'habiller complètement, de se recouvrir les bras, etc. C'est ce qu'on voit en orange. Voilà, c'est ce qu'on voit en orange. Et quand ils sont condamnés à mort, ils sont habillés en orange le soir. Et la condamnation à mort est faite sous ses yeux. Et votre Avin, elle sera là quand le pilote jordanien sera brûlé vif dans une cage. Oui, elle était présente et elle se rappelle que le caméraman a fait rentrer plus de 20 fois le pilote jordanien parce qu'il n'était pas content du tournage. C'est-à-dire qu'ils font des mises en scène. Oui, il y a une mise en scène. On leur interdisait même de crier quoi que ce soit, de crier Allahu Akbar. Dans le livre, je l'explique. Je dirais la mise en scène est aussi très importante. Je dirais Daesh, c'est très archaïque et très moderne. Ils utilisent les médias sociaux. C'est-à-dire, oui, les réseaux sociaux. Et dans les villes yazidis comme Sinjar, quand elles sont libérées, et d'où Daesh a fui, vous avez découvert combien de fosses communes? On a découvert plus de 25 fosses communes, malheureusement pas creusées parce que le sol est trop dur. On retrouve les sandales, les lunettes, le chapelet, et les familles viennent et disent tiens, là c'est mon oncle, tiens c'est ma cousine, tiens c'est mon neveu, et on interviewe les voisins qui ont assisté à ces crimes. Et vous pensez que le pays est vraiment parsemé de fosses communes? Parsemé de fosses communes, c'est la méthode archaïque, la même que les Einsatzgruppen. On trompe les gens, on les fusille, on les jette dans des fosses, ni vu ni connu. Vous démontrez que l'islam dévoyé de Daesh, en plus de la conquête pour le pouvoir, favorise, c'est vous qui le dites, l'esclavage, l'asservissement et le viol des femmes et des filles. Daesh, dites-vous, c'est d'abord la mort, le pouvoir, la corruption, le sexe et l'argent. Oui, ils sont très attirés par l'argent. Il n'y a rien sans argent et il n'y a rien, je dirais, sans viol de jeunes filles ou de femmes. Je dirais une triple obsession, l'islam médical, le pouvoir, l'islam, le sexe et l'argent. Il y a de l'argent partout. C'est-à-dire que là, ils tuent les yazidis, ils pourraient faire la même chose avec les chrétiens? Oui, les chrétiens ont été expulsés de la même façon, je dirais, n'avaient d'autre choix que partir. Je me rappelle, une famille avait dit, bon, on va se convertir pour faire semblant. Ils sont restés une nuit, le lendemain, un Daesh a dit, je veux marier ta fille de 9 ans. Ils ont dit, on va quitter dans la nuit. Le pape François va bientôt recevoir à la fois le livre et le rapport. Mais qu'est-ce que vous demandez ici ce matin? Première chose, que les gens soient jugés pour génocide. C'est un génocide où personne n'a été jugé pour génocide. On a beaucoup de gens dans nos prisons en Europe et parmi eux des gens qui ont été impliqués dans le génocide. C'est-à-dire le soi-disant calife, d'abord, al-Baghdadi. D'abord Baghdadi. Personne ne dit qu'il commet un génocide. C'est comme si on disait qu'Hitler était un chef terroriste. Et ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faudrait condamner et juger qui sont dans nos prisons en Europe? Ça, écoutez, je le réserve à des instances de justice. Il est vrai que les jeunes filles reconnaissent sur des portraits des tas de gens, je dirais, qui sont français, allemands, australiens, de différents pays. Et peut-être dans les prisons européennes, vous dites qu'il faut juger et condamner les bourreaux de Daesh pour crimes contre l'humanité? Oui, les juger pour génocide. Un génocide sans coupable, ça serait, je dirais, une nouveauté de 2016 terrible pour l'avenir. Et à nous ne pas être indifférent, parce que vous dites une phrase terrible. Aujourd'hui, l'homme supporte que le sang coule tant qu'il ne tâche pas son territoire. Ah oui, aujourd'hui, tant qu'on ne touche pas votre famille, votre clan, votre quartier, je dirais, on s'en fiche. Merci de cette alerte. Merci, Père Desbois, pour ce que vous faites. Demain, François Bayrou, c'est autre chose. Et le livre s'appelle La fabrique des terroristes. Il est publié aux éditions Fayard, signé donc du Père Patrick Desbois. Merci et bonne journée.